dans le domaine de l'infection à VIH et du sida. La parole est à vous, Monsieur Fred Eboko. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui m'ont fait l'honneur de présenter cette plénière. C'est un double honneur pour moi et une véritable joie d'un point de vue symbolique parce que je suis ici, à Bordeaux, dans ce que je peux appeler la capitale de ma Renaissance, puisque c'est ici que j'ai fait toutes mes études, du bac jusqu'à ma thèse, et que je suis parti d'une petite ville du Cameroun qui s'appelle Yaoundé, avec une seule recommandation qui m'était donnée au moment où on me mettait dans l'avion, c'était essaye d'avoir le bac et essaye d'oublier que tu voulais être footballeur professionnel. Je ne suis pas devenu footballeur professionnel et je suis ici. Et j'en profite aussi pour remercier la dame qui m'a donné cette recommandation pour m'inciter à essayer de devenir quelque chose dans la vie, comme il disait, notamment en commençant par avoir le bac. Donc je suis très content au moins d'avoir eu le bac et de lui avoir fait plaisir. Ma communication, évidemment, va porter sur une thématique sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, sur une nouvelle gouvernance mondiale de la santé, quels enjeux pour les objectifs du développement durable, sachant évidemment que ici les objectifs du développement durable nous servent en quelque sorte d'arrière-plan pour essayer d'analyser les modifications de la gouvernance depuis les années 90, notamment à partir de la césure qu'a provoqué la mobilisation exceptionnelle contre le VIH. Les différents points que je vais aborder seront donc une pandémie, un épicentre qui est l'Afrique subsaharienne, la manière avec laquelle s'est construite la réponse internationale et qui a donné lieu à une gouvernance éclatée au sein de ce qui a été présenté à juste titre comme une tragédie africaine. À partir de là, je vais présenter ce que nous avons appelé en sciences politiques un modèle dissonant de politique publique pour essayer d'analyser la manière avec laquelle des recommandations qui ont été initiées et pensées dans les organisations internationales ont vécu une translation vers les pays du Sud, en particulier vers l'Afrique subsaharienne. J'aborderai aussi le point de la césure de Vancouver avec évidemment la découverte des antiprotéases, en tout cas leur publication, lors de cette conférence qui a fait grand bruit. Et je vais souligner un phénomène qui s'était passé quelques mois avant, qui était la création de l'Organisation mondiale du commerce à Marrakech et qui a généré pas mal de débats et de contradictions, notamment à travers les ADPIC, qui sont les accords pour le droit pour la propriété intellectuelle liés au commerce, dont vous avez sans doute entendu parler. Je vais souligner la mobilisation exceptionnelle et exemplaire qu'a représenté dans la gouvernance la question du VIH-Sida et montrer comment on est passé petit à petit dans les années 2000 de ce qui était un combat vertical à la santé globale et une ouverture à d'autres thématiques de santé. Et je vais finir par une proposition pour une réponse transversale et structurelle qui, à ce stade, tourne autour de la couverture maladie universelle dont on dira deux mots. En présentant ces cartes, on voit toujours que l'Afrique subsaharienne continue à payer le plus lourd tribut à l'épidémie, ça vous le savez. De notre point de vue en sciences sociales et en particulier en sciences politiques, on regarde aussi cette carte en fonction de la diversité, non seulement de la diversité épidémiologique que vous voyez, mais aussi de la diversité des réponses que les pays vont proposer à partir des recommandations internationales, mais aussi à partir de leur propre situation et de leur capacité ou non à se connecter avec les dynamiques épidémiologiques et sociales au niveau local. Quand je parlais d'une gouvernance éclatée pour une tragédie africaine et un modèle dissonant de politique publique, ça nécessite qu'on redise quelques mots sur la manière avec laquelle, au niveau international, on a pensé la réponse institutionnelle et internationale à la question du VIH-Sida, avec d'abord la création du Global Programme on AIDS. On se souvient de tout le travail que Jonathan Mann a fait à ce niveau-là, au niveau de l'OMS, mais aussi des critiques qui avaient été générées vis-à-vis de ce GPA, qui était, qu'on peut résumer de deux manières, une absence de coordination
vu que chaque agence des Nations Unies avait son propre programme, l'UNICEF pour les enfants, l'UNESCO pour les étudiants, etc., etc. L'idée de l'ONU-SIDA est donc née d'abord d'avoir une synergie, une coordination au sein des différentes initiatives qui existaient. Le programme commun des Nations Unies est donc né pour concentrer les différents efforts qui étaient faits par différentes agences et cette ONU-SIDA est née, mais quand même avec une mise en place d'une coordination qui a été contrariée, parce que notre collègue Olivier Ney, qui a mené une étude approfondie sur l'ONU-SIDA, nous a montré que toutes les agences étaient d'accord pour la coordination, mais qu'il n'y avait aucune d'elles qui était vraiment prête à être coordonnée par un organe au-dessus. Néanmoins, l'ONU-SIDA a quand même promu et mis en avant l'idée d'un partenariat public-privé et de mettre en place des programmes multisectoriels qui ont abouti à ce que j'appelle de manière un peu provocatrice un couple néolibéral entre la Banque mondiale et le SIDA. Les pays africains et les pays du Sud, en quelque sorte, ont dû faire face donc à un mécanisme qui est un peu contradictoire pour l'analyse classique des politiques publiques, qui consiste à voir comment émerge un problème social et comment il va être transféré sur l'agenda politique, mais toujours à l'intérieur d'un seul et même pays. Un groupe professionnel ou un groupe social se mobilise et va transformer une question qui la touche en question politique qui va être mise sur un agenda. Là, on était en face d'une question qui a été pensée au niveau international et qui a été proposée par des recommandations et des structures, notamment à partir du GPA, jusqu'aux pays du Sud, notamment les programmes nationaux de lutte contre le sida. Ce qui a provoqué, d'un point de vue analytique chez nous, ce que j'ai appelé une rupture de paradigme de l'analyse séquentielle des politiques publiques, analyse séquentielle qui sont nées à partir des travaux américains, mais qui montraient les différentes séquences de la mise en œuvre d'une politique publique. Et je précise ici que quand je parle de modèle dissonant de politique publique, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est pour vous montrer la manière avec laquelle nous avons dû changer notre regard vis-à-vis de la mise en œuvre d'une politique publique qui n'a pas été pensée au départ au niveau national, mais qui a été pensée au niveau international. Les différentes étapes de la mobilisation transnationale ont aussi été très importantes. Évidemment, vous avez retenu, on parle beaucoup de Vancouver et de l'arrivée des antiprotéases et des trithérapies, avec ce slogan qui est très vite arrivé, les médicaments sont au nord, les malades sont au sud. Il faut se souvenir que quelque temps avant, une année avant, en 1994, se tenait à Marrakech la conférence qui a mis en œuvre la création de l'Organisation mondiale du commerce. Au cours de cette réunion qui se tenait à Marrakech, il y a eu deux grandes résolutions qui ont été tenues, dont une qui concernait en particulier les accords pour le droit sur la propriété intellectuelle. Et la proximité entre ces deux événements, quelques mois qui séparent ces deux événements, doivent nous inciter aussi à réfléchir. Les ADPIC rentrent en application le 1er janvier 1995, c'est-à-dire quelques mois seulement avant la promulgation des antirétroviraux. On peut considérer qu'on ne veut pas faire la sociologie du soupçon, que ce n'est qu'un hasard, et en même temps on peut aussi réfléchir sur la concomitance de ces événements. La question des brevets et de la propriété intellectuelle, évidemment, a causé des problèmes sérieux vis-à-vis de l'accès aux médicaments dans les pays du Sud. Mais quand je dis ça, je me souviens aussi que même au niveau français, il y a quand même eu quelques débats, notamment au début de l'année 1996, quelques débats qui relevaient de la comptabilité. Et là aussi, ce n'est pas une critique. Je note juste que notre Premier ministre de l'époque en France s'est interrogé quand même sur les moyens qu'il pouvait avoir pour pouvoir suivre tous les patients avec en arrière-plan le fameux trou de la sécurité sociale, ce qui avait provoqué une recommandation du Conseil national du sida qui était assez provocatrice et qui a arrêté net, grâce aux mobilisations, la question du coût des trithérapies en France. On n'en a plus parlé et les patients ont pu avoir accès aux médicaments. Et on a noté très vite que dès la première année de mise sous trithérapie des patients parisiens notamment, on avait une baisse de la mortalité qui était de 80%. Entre-temps, ces brevets ont continué à avoir leur validité extrêmement forte et qui était contestée à l'époque par finalement très peu de monde en dehors des militants. Et on a eu affaire à deux procès qui ont été assez emblématiques et symptomatiques de la situation générale de la gouvernance, qui étaient les fameux deux procès qui ont été intentés d'une part au Brésil, auprès évidemment de l'Organisation mondiale du commerce, parce que les Brésiliens avaient décidé,
en raison d'une loi brésilienne, de la loi Sarney, qui stipule que chaque patient brésilien qui a besoin de soins, l'État doit les lui fournir dans la mesure de son possible. Donc les experts brésiliens ont mis en place la fabrication de copies de médicaments pour favoriser l'accès des patients brésiliens au traitement. Là encore, au cours de la première année de cette mise sous trithérapie au Brésil, on avait une chute de la mortalité qui était à peu près de 50%, ce qui était assez spectaculaire. De l'autre côté, en Afrique du Sud, on a eu un procès qui a été intenté par les mêmes 39 laboratoires pharmaceutiques du fait que les Sud-Africains importaient des copies de médicaments. Évidemment, ça a provoqué parmi vous et parmi notre communauté internationale, communauté des militants, je veux dire, une mobilisation extrêmement forte qui a permis de faire comprendre aux laboratoires pharmaceutiques que leur réputation avait aussi un coût, d'où le retrait de ces plaintes et l'arrêt de ces procès qui a permis d'ouvrir la réflexion de manière plus large sur les modalités par lesquelles les patients des pays les plus démunis pouvaient avoir accès aux médicaments. De ce point de vue, le début des années 2000 a été extrêmement important vis-à-vis de cette mobilisation. Et avant 2001, dont je vais parler dans une seconde, je voudrais rappeler qu'en 2000, pour la première fois, une maladie a été mise à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU, grâce notamment à un ambassadeur démocrate qui s'appelait Richard Holbrooke, qui était un pur diplomate et qui avait servi notamment à réconcilier les différents protagonistes en Bosnie. C'est Richard Holbrooke qui a amené donc la question du sida en Afrique comme une question de sécurité internationale. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les questions dont nous parlons au niveau de la santé sont aussi connectées et corrélées à d'autres questions internationales qui vont permettre de mieux rendre intelligibles les phénomènes dont nous parlons. À partir de ce moment-là, les acteurs, les uns et les autres, ont essayé de penser à des mécanismes qui pouvaient faire en sorte que les patients du Sud puissent avoir accès aux médicaments. L'année 2001, de ce point de vue-là, a été assez intéressante et a commencé en avril 2001 avec la proposition de Kofi Annan qui s'était rendu à Abuja pour la réunion des ministres de la Santé et des chefs de gouvernement africains sur la santé. Kofi Annan, au bout, donc, qui était accompagné par Gro Harlem Brundtland, qui était la directrice générale de la santé, ils ont proposé l'idée d'un fonds mondial. Mais il pensait surtout à un fonds mondial sur le sida. Et c'est ce qu'il a proposé à ses homologues africains en disant que ce serait un fonds qui serait ouvert notamment aux pays riches, mais aussi aux individus. Dans le même temps, on a proposé à ces États africains la fameuse déclaration d'Abuja où ces États s'engageaient à augmenter la part de leur budget consacré à la santé à hauteur de 15%. Vous avez remarqué, et vous vous êtes mobilisés aussi pour ça, qu'au cours de toute cette décennie, il y a très peu d'États africains qui ont augmenté la part de leur budget à hauteur de 15%. Et ici, on peut juste réfléchir sur le fait qu'il y avait peut-être, au cours de la même journée, une dissonance cognitive. Le même jour, on vous dit, on va vous trouver des financements qui vont sans doute vous aider à répondre aux pathologies qui sont les plus meurtrières chez vous. Et dans le même temps, on vous demande d'augmenter le budget de votre santé, sachant que en 2001, les pays africains sortaient essorés et amaigris des programmes d'ajustement structurel et qu'ils avaient d'autres préoccupations, éducation, infrastructure, etc. Je ne suis pas ici en train de les défendre, mais en train de remettre les choses dans leur contexte. Donc le Fonds mondial va être finalement lancé en 2002, non plus sur le sida, mais grâce encore à l'appui des organisations non gouvernementales, il va être ouvert au sida, à la tuberculose et au paludisme. Un an plus tard, le PEPFAR va être créé, donc le programme américain que vous connaissez bien, et qui là aussi a eu une naissance qui a paru assez logique quand on sait l'inclination pour le bilatéral qu'ont les partenaires américains. Mais en même temps, on peut aussi se demander comment ça se fait que ce soit les républicains qui ont inventé un programme international sur le VIH, alors que quelques années avant, c'était les plus réticents lorsque le gouvernement Clinton avait déjà proposé d'apporter une aide massive aux pays africains dans le cadre de la lutte contre le sida et notamment en pensant à l'Afrique australe. Je ne vais pas revenir sur tous les détails qui ont déterminé ce changement, mais il faut juste noter qu'au niveau des États-Unis, les démocrates avaient été les premiers à essayer de proposer une aide
aux États africains, à laquelle s'étaient opposés les républicains, qui ont évolué entre-temps en trouvant les modalités qui répondaient à tout ce qui était réticent à cette initiative, notamment les laboratoires pharmaceutiques à qui on a promis que les fonds qui allaient être alloués aux États du Sud pour avoir accès aux médicaments allaient être des médicaments de marque qui, comme vous le devinez tout de suite, allaient aussi avoir une contrepartie sur les laboratoires pharmaceutiques américains. Il y a eu une autre modalité dont on a beaucoup parlé, qui était fixée par le PEPFAR, qui était une des conditions du financement du PEPFAR, de mettre en œuvre des programmes de prévention autour de ce triptyque que vous avez évidemment beaucoup critiqué, abstinence, fidélité, préservatif. Il y a eu une étude de sciences politiques, une thèse de sciences politiques qui a été soutenue à Bordeaux d'ailleurs, en 2010, et qui a fait la démonstration remarquable que les Américains s'étaient inspirés en fait du modèle ougandais, qui avait été présenté comme un modèle de riposte, à une époque où il n'y avait pas d'accès aux médicaments, et où les autorités ougandaises avaient mis en place des systèmes qui étaient surtout adressés à des populations jeunes, notamment à des filles, pour essayer de faire en sorte qu'elles courent le moins de risques possible à travers ce triptyque. Là, on a une espèce de translation assez rare dont on n'a pas beaucoup parlé, et on ne sait pas que le PEPFAR s'est inspiré aussi d'un mécanisme qu'il a trouvé en Afrique. Ensuite, on a eu la création de la facilité de paiement United que vous connaissez bien, mais surtout aussi l'émergence de grandes fondations dans le champ de la santé, donc la fondation Bill et Melinda Gates que vous connaissez, la fondation Kingston, l'initiative Gavi. Et ici, il faut insister sur la place extrêmement importante que tient aujourd'hui la fondation Bill et Melinda Gates, qui a un budget infiniment plus élevé que celui de l'Organisation mondiale de la santé et qui pèse dans les rapports de force internationaux de tout son poids dans les décisions qui peuvent être prises au plus haut niveau, ce qui est quand même un phénomène relativement inédit. Ce qui nous intéresse ici aussi, ce qui nous a intéressé plutôt, a été de voir comment, au fond, les pays africains réagissent à toutes les directives internationales, à toutes les recommandations internationales, mais aussi à leur propre dynamique épidémiologique. La grande question ici, pour le dire autrement, était de savoir, petit 1, quelle était la situation économique et politique, épidémiologique du pays au moment où on reconnaît l'existence de l'épidémie. Deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où on a commencé à mettre en place des programmes SIDA dans le pays? Qu'est-ce que ça a changé au niveau du pays? On a fait des comparaisons qui ne sont pas des comparaisons entre voisins, mais qui sont des comparaisons qui tiennent compte de plusieurs variables, la manière avec laquelle s'est mis en place ou pas le leadership politique, les mobilisations collectives, les partenariats ou les dynamiques un peu plus proactives. Donc c'est une typologie qui n'est pas figée, mais qu'on a pu mettre en place dès la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc le premier grand modèle a été celui de la participation active, qu'on va résumer comme étant les pays qui ont été proactifs par rapport à la maladie et à la réponse, sachant qu'il y a beaucoup de concours de circonstances qui peuvent déterminer à un moment donné un retournement de situation. Dans un premier cas, donc, on a cité le Sénégal et l'Ouganda, donc deux pays qui, d'un point de vue épidémiologique, étaient très différents, mais qui ont montré un caractère relativement offensif pour répondre à l'épidémie, sachant qu'il y avait aussi d'autres critères qui rentraient en compte, comme des critères qui étaient liés aux différents types de VIH au début, qui frappaient ces deux pays. La majorité des pays ont été classés dans ce que j'ai appelé l'adhésion passive, qu'on peut caricaturer comme étant je signe des conventions, je signe des recommandations, je participe à toutes les conférences, mais je n'essaye pas d'avoir une corrélation entre les dynamiques épidémiologiques et géographiques à l'intérieur de mon pays et la réponse que je vais apporter, par exemple. Les mobilisations collectives, je vais pas seulement les accompagner, mais je vais les inventer de manière plus ou moins artificielle, puisqu'on me demande au niveau international d'avoir les associations, etc. etc. Je passe un peu vite, mais je pense que ce sont aussi des questions que vous connaissez bien. Il y a un pays qui a été assez particulier dans les dynamiques du changement politique en Afrique, qui a été l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki. Vous vous souvenez de la grande lettre que Thabo Mbeki avait envoyée le 4 avril 2000 à ce qu'il a appelé les leaders de ce monde. Donc c'était à l'époque Bill Clinton, Jacques Chirac, Kofi Annan et quelques autres, en leur disant « Moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y a un lien entre le VIH et le sida. Le sida, chez moi, c'est plutôt une maladie qui est liée à la pauvreté. Et surtout, ne me dites pas
que je me suis inspiré de dissidents américains, parce que des catégories de population peuvent être à la marge de manière tout à fait légale, alors que ça peut représenter un processus tout à fait injuste. Et il faisait une allusion ici à la situation de l'apartheid. Toujours est-il que l'analyse que Didier Fassin a faite de cette situation, parce qu'il était en Afrique du Sud au moment où cette lettre a été publiée, et il en a fait des analyses extrêmement subtiles, qui ne défendaient pas du tout Thabo Mbeki, mais qui montraient la situation de détresse dans laquelle se trouvaient Thabo Mbeki et l'Afrique du Sud, notamment avec 5 millions de personnes vivant avec le VIH à l'époque. Le dernier cas ici que je voudrais vous présenter sommairement a été celui de l'État militant. Ceux qui étaient, il y a un peu moins de 10 ans, à la conférence mondiale de Mexico, se souviennent de la conférence d'ouverture de l'ancien président du Botswana, Festus Mogae, qui est venu présenter les résultats de son pays et qui nous disait, preuve à l'appui, que dans son pays, 90% des personnes éligibles au traitement étaient réellement sous traitement, que le programme était financé à 80% par des ressources du Botswana, et que, en ce qui concernait la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, il était passé en dessous de la barre de 4%. Je me souviens qu'il y avait 22 000 personnes qui se sont levées pour l'acclamer. Et pourquoi ici je parle d'État militant, alors qu'en général, quand on parle de militants, on parle d'associations? Parce que tout à fait paradoxalement, les mobilisations sociales sur le VIH étaient relativement faibles au Botswana, et c'est le leadership politique de Festus Mogae et des sommets de l'État qui a permis d'arriver à ces résultats. La question de la gouvernance pour laquelle j'interviens ici aujourd'hui a aussi donné lieu évidemment à un projet financé par l'ANRS, où on se demandait en gros qu'est-ce qui fait la différence entre plusieurs pays qui vont être soumis notamment aux normes du Fonds mondial, qui vont avoir des instances de coordination, qui vont avoir le même type d'acteurs, des acteurs internationaux, multilatéraux, bilatéraux, des associations. Toutes les parties prenantes sont réunies au sein d'une seule et même organisation sous l'égide du Fonds mondial. Qu'est-ce qui va faire la différence entre des pays qui vont être même proches économiquement? Qu'est-ce qui va faire la différence sur la mise en œuvre de ces programmes, sur la manière avec laquelle les différents acteurs vont travailler ensemble? Alors j'ai choisi d'illustrer cette hypothèse de la gouvernance à partir d'indicateurs socio-économiques et sanitaires qui inspirent cette fameuse hypothèse de la gouvernance. Et nous avons pris des données à partir de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, qui comprend plus de 90 indicateurs dans plusieurs domaines. Nous avons isolé le domaine de la santé, où il y a des indicateurs qui concernent, vous allez le voir, des indicateurs économiques sur le PIB, des indicateurs politiques sur la stabilité du pays, et des indicateurs sur la santé, donc lutte contre le sida, la tuberculose, la malnutrition, la santé maternelle et infantile. Et vous allez voir, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, la courbe, ici on a le cas du Sénégal entre 2000 et 2012, la courbe en bleu représente la performance du pays dans le champ de la santé, suivant les indicateurs que vous voyez en bas à droite, et la courbe en pointillé et grisé représente la moyenne africaine. Ici vous voyez que le Sénégal est au-dessus de la moyenne africaine en matière de performance sur les indicateurs de santé. Et je vous invite à regarder le PIB du Sénégal, notamment par habitant et par jour, mais vous pouvez en prendre d'autres, qui est de 1 $. Juste pour vous donner d'un côté des indicateurs de santé, de l'autre côté un indicateur économique. On passe au deuxième pays, c'est 3 pays sur lesquels nous travaillons sur ce projet-là. On prend la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup plus riche que le Sénégal, et toujours pendant la même période, on voit une cassure de la courbe de performance de la Côte d'Ivoire qui va passer en dessous de la moyenne africaine. Évidemment, on n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre que c'est un lien avec la crise qui a frappé nos amis ivoiriens depuis la fin des années 90. Et si on prolongeait cette courbe aujourd'hui, on verrait qu'elle remonte légèrement au-dessus de la moyenne africaine. Si on isole simplement des indicateurs qui concernent les 3 pathologies auxquelles le Fonds mondial doit son essence, on verrait pour ces différents pays des courbes légèrement au-dessus de la moyenne. Ce qui nous donne déjà une idée de la manière avec laquelle 3 pathologies ont en quelque sorte été isolées du reste des questions de santé. Et quand on faisait le bilan des objectifs du millénaire pour le développement, on notait qu'il y a eu en matière de santé des progrès dans un domaine qui était tout à fait particulier, qui était celui de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, en sachant que les années de crise africaine ont aussi provoqué
une véritable déréliction des systèmes de santé, dont on pourra parler plus loin. Dernier cas, celui du Cameroun, pas de guerre, en tout cas pas à l'époque, maintenant ça chauffe un tout petit peu, donc pays stable, même président depuis 1982, tout va bien. Et un des indicateurs socio-économiques qui étaient proches de ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, un peu plus élevés que le Sénégal. Et pendant la même période, on note une courbe donc en bleu de la performance du Cameroun qui ne passe jamais, pendant cette période-là, au-dessus de la moyenne africaine. Un rapport de la Banque mondiale indiquait déjà bien avant la fin de la deadline des objectifs du millénaire pour le développement que le Cameroun n'avait absolument aucune chance d'atteindre ces objectifs-là, d'où notre hypothèse donc de la gouvernance pour laquelle on propose une définition après moult lectures et moult définitions. La définition que nous avons retenue à partir de notre travail est celle que vous voyez en rouge, qui est donc le processus de mise en œuvre d'une action publique par des acteurs appartenant à des institutions différentes, les acteurs bilatéraux, multilatéraux, associatifs, aux agendas distincts. Il y en a certains qui arrivent pour 3 ans et qui partent, d'autres qui restent pendant plus longtemps, mais qui sont néanmoins portés par un objectif commun qui est officiellement admis par tous, appuyer la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, par exemple. Je ne vais pas revenir aux origines anciennes de la notion de gouvernance, mais juste pour vous rappeler que c'est une notion qui nous est venue en fait de la gestion, et qui va marquer aussi la manière avec laquelle on va penser les processus de l'action publique autour d'un phénomène qui tourne de plus en plus sur ce qu'on appelle le new management public, le nouveau management public, puisqu'on est dans une conférence francophone, je vais le dire en français. Alors, le tableau que je vous montre ici succinctement montre la manière avec laquelle les inégalités de réponse aux pathologies se sont structurées au cours du XXe siècle. Pour caricaturer, il faut juste regarder le moment où on découvre un pathogène et le moment où on met en œuvre un programme mondial du type de ce dont on vient de parler pour le VIH. Il y a eu une rapidité de réponse tout à fait exceptionnelle en matière de VIH qui a servi aussi d'effet d'entraînement pour les autres pathologies, notamment le paludisme et la tuberculose, mais qui pose aussi des questions sur la manière avec laquelle le monde va faire des priorités entre différents types de pathologies. Et ici, on n'a pas beaucoup de temps d'en discuter, mais ce tableau montre un peu ces inégalités au niveau de la riposte, pathologie par pathologie. Mais je voudrais signaler ici le rôle important qu'ont joué les acteurs de la lutte contre le sida pour provoquer un effet d'entraînement sur les autres. Évidemment, la grande critique qu'on entend et qu'on entend encore aujourd'hui est de dire, mais est-ce qu'au fond, ces programmes verticaux n'ont pas désarticulé les systèmes de santé? Est-ce qu'ils ne les ont pas fragilisés, etc. Donc il y a eu tout un travail au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, avec des chercheurs qui venaient d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et de partout, et qui ont réfléchi sur l'impact réel de ces programmes verticaux sur les systèmes de santé. J'ai ressorti une des conclusions de ce gros article que vous avez sans doute lu et qui a été publié dans le Lancet. Quoique variable, l'impact des programmes ciblés sur les 3 pandémies, donc sida, tuberculose et paludisme, s'est avéré plutôt positif dans l'ensemble et a notamment permis d'attirer l'attention sur les déficiences des systèmes de santé des pays concernés. Au milieu de la première partie de la décennie 2000, donc en 2005, j'interrogeais celui qui était le président de MSF, Hervé Bradol, et je lui posais la même question. Il a éclaté de rire parce qu'il revenait du Burundi. Il me disait, pour qu'un programme vertical fragilise un système de santé, il faut qu'il existe. Il y a des pays où l'acte médical de base même n'existe plus, donc c'est une fausse question, me répondait-il. Il y a une thématique qui est celle de la tuberculose, qui résume tous les problèmes qu'ont eu les pays africains avec l'effondrement des systèmes de santé. Et la tuberculose a incarné en quelque sorte ces problèmes. Et cet article de Corbet et de Marchand illustre en quelque sorte le poids que les populations africaines ont payé en quelque sorte à l'affaiblissement des systèmes de santé. Les personnages ici en rouge représentent les populations africaines et les personnages en bleu, la population mondiale. Et vous pouvez voir que pour le VIH, pour les nouveaux cas de tuberculose, et en particulier pour les cas de co-infection tuberculose-VIH, les populations africaines sont
surreprésentés. Et la tuberculose ici doit être vue aussi comme une maladie de la pauvreté. Et quand on pense ici à notre propre pays, à la Seine-Saint-Denis, tous les ans, au même endroit, on a une épidémie de tuberculose qui est liée à peu près aux mêmes causes, aussi à une faiblesse de la couverture vaccinale. Mais ce que ces dynamiques des programmes verticaux, et notamment autour du Fonds mondial, ont ici provoqué, c'est un retour de la riposte, notamment contre le paludisme, qui fait aussi des ravages dont les médecins africains parlaient d'ailleurs beaucoup quand on venait leur proposer d'être actifs dans le champ de la lutte contre le sida. Ils rappelaient assez souvent qu'il y a d'autres pathologies qui affectent considérablement le continent africain, notamment cette dame, l'anophèle femelle, qui était devenue une tueuse en série sur le continent africain, jusqu'à ce qu'on fasse aussi à ce niveau-là des progrès, notamment grâce à la découverte des bithérapies à base d'artémisinine, pour lesquelles professeur Tuyuyu a eu le prix Nobel de médecine en 2001, grâce à ces découvertes autour justement de ces approches combinées, qui ont eu un avantage tout à fait considérable par rapport aux résistances qu'on connaissait sur la chloroquine. C'est que jusqu'à l'heure actuelle, on connaît très peu de résistance par rapport à ces bithérapies sur le continent africain, mais il faut quand même signaler qu'on commence à voir des résistances à l'artémisinine dans les pays asiatiques, dans les pays du bassin du Mékong. Ce n'est pas encore le cas au niveau africain, mais ça provoque déjà aussi une réflexion sur les causes de ces résistances en Asie, et peut-être qu'on peut commencer à réfléchir sur ces causes pour essayer d'anticiper sur ce qui pourrait se passer sur le continent africain. Là, on a beaucoup parlé donc de médicalisation, de PrEP, etc. Et de plus en plus, on commence aussi à se demander si nous ne sommes pas dans une espèce d'accélération de cette médicalisation. Et nos collègues, Gabriel Laborde-Baleine, Bernard Taverne, Cher Tidiane Ndour, Charles Coinfac, Martine Peters et Brandeuil et Éric Delaporte viennent de sortir un article sur quelque chose qu'ils considèrent comme étant la quatrième épidémie, qui est celle des résistances, sur lesquelles notamment Gabriel Laborde-Baleine a fait une merveilleuse thèse de doctorat il y a quelque temps. Ce qui nous amène très rapidement sur des questions plus générales qui concernent les réponses qu'on veut apporter de manière générale, non plus sur une pathologie, mais sur des questions générales, et je vais aller plus vite, pour essayer de résoudre toutes les questions de santé et d'accès aux soins sur le continent africain, d'où la définition de la santé globale que nous avons retenue et qui peut être entendue ici comme le résultat de l'influence permanente et réciproque entre les relations internationales et les problèmes de santé. En gros, pour résumer, il s'agit d'inscrire à chaque fois sur des agendas internationaux tous les chocs épidémiologiques qui peuvent frapper les populations dans le monde. Je vais passer rapidement sur les maladies oubliées qui font partie aussi de cette réflexion, en insistant juste sur la mortalité maternelle et infantile, qui est un problème crucial aujourd'hui en Afrique. Pour ne parler que du pays que je connais le moins mal, qui est celui du Cameroun, la première cause de mortalité des femmes au Cameroun aujourd'hui, et mes collègues camerounais pourront confirmer, c'est la grossesse. Donc c'est dire tous les efforts qu'il y a à faire et qui vont justifier notamment le recours à la couverture maladie universelle, ça c'est ma conclusion, et qui consiste en quelque sorte à apporter une réponse transversale aux questions de santé pour réduire les dépenses catastrophiques de santé et faire en sorte que le plus grand nombre de ménages et de personnes puissent avoir accès aux soins avec des modalités différentes. Il faut donc, à côté de la médicalisation, je n'ai pas dit contre la médicalisation, à côté de la médicalisation, plaider pour un renouveau de la politisation de l'accès aux services de santé, comme nous avons connu cette politisation dans les années précédentes. Et je voudrais vous montrer quelques figures qui incarnent le combat qu'il faudrait qu'on reprenne, même si Françoise m'a dit qu'elle est à la retraite, je sais qu'elle continue à se battre. Et c'est ce combat-là, au nord et au sud, qu'il faut reprendre pour aller au-delà de la médicalisation et replacer l'humain au centre de toutes nos stratégies. Je vous remercie. Bien, merci Dr Eboko pour cette présentation qui a concerné les modifications de la gouvernance et l'impact de ces modifications sur, disons, la lutte contre l'infection à VIH-Sida.
On est passé par les méfaits de la gouvernance éclatée, de la question des brevets et de la propriété intellectuelle, à l'espoir qui a été suscité par le Fonds mondial, par l'implication de l'ONU, par le programme du PEPFAR, UNITAID. Et puis, on a vu qu'il y avait différents types de ripostes, on a pu voir une typologie particulière en pays à participation active, adhésion passive, dissidence active et état militant, qui permet un peu de classer peut-être ces ripostes particulières. Alors, avant de clore cette session qui a été extrêmement intéressante, je rappelle que nous avons eu deux autres intervenants. Au cours de la première intervention, il s'agissait de l'intervention de Monsieur Larmarange, qui nous a parlé des populations cachées et avec les différences par rapport aux populations clés, donc une histoire de définition, et à travers deux exemples, ou même trois, puisque on est allé même vers certaines populations clés particulières, donc on a vu que il y avait disons, des difficultés à atteindre certaines populations cachées, en particulier chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, qu'il fallait peut-être cibler les actions, mais il y avait des effets pervers de ce ciblage peut-être excessif, et on pouvait observer également une diminution du nombre absolu des nouveaux diagnostics lorsqu'on ciblait un peu trop. Et il fallait peut-être revenir à des opportunités, profiter de l'opportunité apportée par la PrEP, par exemple, pour inclure la PrEP comme étant un outil au sein disons, d'une stratégie centrée cette fois sur le couple pour la santé sexuelle et reproductive. La deuxième intervention a concerné donc les antirétroviraux, les innovations dans les stratégies. C'était une présentation faite par professeur Christine Katlama, qui nous a donné un panorama sur les innovations en passant par les nouvelles molécules déjà, qui ont permis de simplifier le traitement, mais également l'évolution vers l'allègement de ces traitements avec des molécules plus puissantes qui peuvent même nous permettre d'espérer d'avoir une administration toutes les 2 semaines ou peut-être même une fois par mois, et qui vont nous permettre aux personnes vivant avec le VIH de durer dans le traitement et de durer avec une charge virale indétectable. Bien sûr, on a vu aussi émerger les anticorps monoclonaux dans cette stratégie thérapeutique, et on revient également peut-être à certaines expériences qu'on croyait un petit peu oubliées, c'est le traitement intermittent. On y revient avec certains essais qui ont permis de traiter 5 jours sur 7 ou 4 jours sur 7. Et puis, sans oublier que si on veut avoir une bonne réponse au traitement, une bonne adhérence au traitement, il faut également ne pas oublier le suivi et donc alléger le suivi pour avoir une bonne réponse. Alors voilà donc un résumé des 3 interventions qui ont eu lieu au cours de cette séance plénière. Et je pense que, comme on m'a dit qu'il n'y avait pas de questions prévues au cours de cette plénière, je pense qu'on peut dire que la session est clôturée. Merci.